mois, entre 13 et 24 mois. Et c'est un catalogue absolument fascinant. Si on compte, eh bien, vous pouvez avoir des enfants qui vont avoir encore un âge d'école maternelle avant l'école primaire jusqu'à 40 vaccins différents. Et c'est inquiétant parce que vous avez de jeunes enfants qui reçoivent, comme vous allez le voir, des produits qui sont loin d'être inoffensifs. Nous allons constater que la plupart de ces produits sont non seulement inutiles pour certains d'entre eux, mais dangereux. Et ce danger, ce chiffre, nous verrons précisément cela. Alors, ceci étant, est-ce que c'est vraiment important dans un contexte où la France est dans une situation où elle doit faire des économies, de vouloir assommer la population sous des vaccins? Je ne parle pas des vaccins contre la grippe, qui sont en général donnés à des adultes, et encore, 40 vaccins pour certains enfants avant l'âge de 13 ans. Je ne parle pas de la fièvre jaune, mais c'est pour les résidents en Guyane, alors que toute l'Europe, sauf le Portugal et la Grèce, eh bien, ne vaccine pas. Alors, quant au Portugal, c'est simplement la diphtérie et le tétanos. Et quant à la Grèce, alors qu'est-ce que c'est la Grèce? Je ne l'ai pas ici, mais c'est encore moins que chez nous. Bon, très bien. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est réellement utile? Alors, bien sûr, je pense qu'il faut prendre les choses dans l'ordre, et je vais maintenant donner la parole au professeur Chorcher pour qu'il nous explique en quelque sorte, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin et comment les vaccins sont-ils fabriqués? Eh bien, bonsoir déjà. Ce que vous avez dit là est très important parce que dans toute la liste des vaccins que vous avez donnés, je voudrais juste apporter une petite précision. Vous avez bien dit que seul diphtérie, tétanos, polio étaient obligatoires et pour les autres, ce sont des vaccins recommandés mais qui ne sont pas obligatoires. Alors, la distinction est très importante parce qu'en cas d'accident, eh bien, le processus de recours n'est pas du tout le même. Si c'est une vaccination obligatoire, un recours contre l'État est possible en vertu d'une loi qui date de 1975. Mais depuis la loi Kouchner, les indemnisations sont accordées par l'ONIAM, c'est-à-dire l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, mais avec une grosse réserve, c'est-à-dire que les indemnités ne sont données que pour les accidents, en ce qui concerne surtout les vaccins recommandés, que pour les accidents qui sont survenus après septembre 2001, et à la condition que l'état de celui qui demande l'indemnisation soit tel qu'il ait une incapacité permanente d'au moins 25% ou une incapacité temporaire d'au moins 6 mois, c'est-à-dire vraiment des conditions très restrictives. Et alors pourquoi cette date de 2001? Eh bien tout simplement pour éliminer de la demande d'indemnisation tous ceux qui ont été victimes des grandes campagnes de vaccination contre l'hépatite B qui ont été faites à partir de 1994. Je voudrais dire aussi que je n'ai parlé que des jeunes enfants, mais il y a un deuxième groupe qui est important. Nous pourrons revenir précisément sur celui-ci. C'est le groupe de tous les professionnels de santé et également les personnes qui travaillent en collectivité. Je me permettrai tout à l'heure de donner un exemple de personne en collectivité qui a été victime des vaccins, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Beaucoup de personnes qui travaillent en particulier dans des crèches, dans des écoles, dans des maternités, dans des dispensaires, sont obligés de se faire vacciner de façon beaucoup plus restrictive que ne le sont les enfants en bas âge. Alors pour répondre à votre question tout à l'heure, qu'est-ce qu'un vaccin et comment il est fabriqué? Bon, le principe de la vaccination est très simple, c'est parce qu'on s'est rendu compte, au moins en ce qui concerne les maladies infantiles, et surtout autrefois, on faisait rarement 2 fois la même maladie. Donc la première atteinte immunisée, et l'idée ça a été de dire, eh bien on va faire en sorte de provoquer une première atteinte, simuler une atteinte pathogène, pour préparer l'organisme à produire une réponse immunitaire de façon à résister à une véritable atteinte par un microbe sauvage. On peut donner comme exemple, qui est bien connu, l'exemple de la rougeole, par exemple, qui s'attrape classiquement en absence de vaccination à un âge infantile et qui en fait ne s'attrape jamais une deuxième fois ou très rarement. Assez rarement. Et on pourrait expliquer pourquoi tout à l'heure et on pourrait expliquer pourquoi aujourd'hui il y a une recrudescence de la rougeole. Mais passons maintenant, si vous voulez, au mode de fabrication.
Eh bien, il y a plusieurs modes de fabrication. Tout d'abord, il est nécessaire, si vous voulez faire des vaccins, de savoir contre quelle maladie vous voulez vacciner, contre une maladie bactérienne ou une maladie virale. Donc il faut déjà au départ faire des cultures. Les cultures bactériennes, c'est relativement facile parce que les bactéries sont des cellules autonomes. Il suffit de les mettre dans un milieu nutritif avec des vitamines, des acides aminés, etc. Et ça marche très bien. Par contre, en ce qui concerne les virus sont des organismes, mais avec des guillemets, qui ne sont pas vivants par eux-mêmes. Ils ne peuvent se développer et se reproduire que s'ils infectent des cellules. Donc ici, les cultures cellulaires sont préalables à la production des virus. Et ces cultures cellulaires sont de différents types et dont plusieurs sont extrêmement dangereuses. Alors en quoi consistent les cultures cellulaires ? Eh bien, comme leur nom l'indique, à prélever des cellules sur des organes, ou embryonnaires ou adultes, et à les mettre dans un milieu adapté pour que les cellules se reproduisent et se multiplient. Alors on a fait historiquement plusieurs types de cellules. On a d'abord eu les cellules, les cultures primaires, c'est-à-dire des extractions de cellules à partir d'organes, dont une des cellules les plus célèbres ont été les cultures de cellules de reins de singes qui ont servi à préparer notamment les virus pour la vaccination polio. Je pourrais dire à ce sujet que, en particulier, ces cultures cellulaires cultivées sur les reins de singes verts africains pour les vaccins antipoliomyélite ont provoqué pour cette fabrication une hécatombe d'animaux. Enfin, c'est phénoménal. C'est phénoménal, c'est-à-dire que les singes ont été fortement mis à contribution, et lorsqu'on demande au laboratoire combien de singes ont été sacrifiés sur l'autel de la vaccination, on obtient des chiffres hallucinants. Alors ceci est un point, mais il n'y a pas que les singes verts. Vous avez en particulier la préparation de souches cellulaires embryonnaires à partir d'embryons humains. Et ce point est quelque chose d'extrêmement grave, parce que si on regarde la façon dont ces vaccins sont construits, eh bien, au départ, les premiers embryons qui ont utilisé à la fabrication des vaccins ont été obtenus à partir de fœtus d'origine de Suède qui toléraient l'avortement. Et ensuite, ça a été beaucoup plus général, c'est-à-dire que les fœtus sont récoltés dans le but en particulier de donner des souches cellulaires. Et vous avez en particulier plusieurs souches qui sont, si je ne m'abuse, la W138, le MRC5, qui sont utilisées pour ces fabrications de vaccins, et certaines d'entre elles sont rendues en quelque sorte pérennes par l'action d'agents viraux chimiques. Est-ce qu'on pourrait parler de lignées cellulaires cancérisées ? Alors, tout à fait. Alors, je voudrais juste préciser un point. Les deux lignées que vous avez indiquées, WI 38, bon, ça vient simplement de l'Institut Vistar aux États-Unis, WI 38 qui sert à fabriquer la composante rubéole du ROR. Les cellules MRC5 servent à fabriquer le vaccin contre la varicelle, mais qui pour le moment n'est pas dans le calendrier vaccinal. Il y en a eu d'autres, bien entendu. Alors ça, ce sont des cellules qui sont dites diploïdes, c'est-à-dire qu'elles conservent leur patrimoine génétique normal, c'est-à-dire le nombre et la structure de chromosomes normale. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que l'on a réussi à faire des cultures cellulaires indéfinies. C'est-à-dire, plus exactement, des cultures cellulaires continues. Car l'inconvénient des cellules précédentes, WI38, MRC5, etc., c'est que ce sont des cellules qui sont en quelque sorte condamnées à mort, c'est-à-dire qu'après un certain nombre de cultures, elles peuvent entrer en sénescence et disparaître, ce qui évidemment sur le plan industriel n'est pas du tout intéressant. Mais on a réussi à créer des lignées cellulaires qui se multiplient indéfiniment. Elles sont devenues immortelles, ce qui évidemment sur le plan industriel est très intéressant. Alors parmi ces cellules, vous avez les cellules véro. Qui viennent du singe vert, si je ne m'abuse. Alors, issues du singe vert, d'ailleurs, il y a plusieurs explications au mot véro, V-E-R-O tout simplement. Moi, celle que j'ai trouvée et qui me paraît une des plus vraisemblables, ça vient de vervet, qui est le nom anglais du singe vert, et O pour origine, donc origine du singe vert. Et ces cellules donc, sont maintenant utilisées pour fabriquer les vaccins contre la polio, et ainsi que les vaccins contre les rotavirus. Vous avez une autre lignée qu'on appelle CHO, qui est l'abréviation de... C'est le hamster chinois. Voilà, ovaire de hamster de Chine, si vous le lisez à l'envers.
qui sert à fabriquer le vaccin contre l'hépatite B de Pasteur, le vaccin qui s'appelle Genevac B. Et puis vous avez une autre lignée qui est un peu